Artemis II vivra quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vécu. Pendant plus de 53 ans, aucun être humain n'a quitté l'orbite terrestre basse. Pas une seule fois. La plus longue période d'exploration depuis que nous avons découvert comment explorer. Et cela s'est terminé il y a 4 jours, lorsqu'une fusée transportant 4 astronautes a fendu le ciel de Floride et s'est dirigée vers la Lune. Artemis II n'est pas une redite d'Apollon. Ce n'est pas une suite. L'équipage qui vole actuellement, composé de Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen, accomplit à l'intérieur de ce vaisseau spatial des choses que les astronautes d'Apollo n'auraient jamais pu imaginer. Et certaines choses qu'ils vivent auraient semblé à le moins science-fictionnelles aux ingénieurs de 1972. Alors, qu'est-ce qui a changé en un demi-siècle? Presque tout. Commencez par le vaisseau spatial lui-même. Le module de commande Apollo offrait à son équipage de 3 personnes environ 210 pieds cubes d'espace habitable. Cela correspond approximativement au volume intérieur d'un grand placard. 3 hommes adultes enfermés dans un placard pendant une durée allant jusqu'à 14 jours. Orion offre à son équipage de 4 personnes 330 pieds cubes, soit près de 60% d'espace en plus. Cela correspond à peu près à l'espace occupé par 2 mini-fourgonnettes garées côte à côte, sièges retirés, toujours serrés, toujours claustrophobes, même selon les normes habituelles. Mais la différence entre un placard et 2 monospaces compte quand on est à 400 000 km de l'hôpital le plus proche et qu'on n'a pas pu se dégourdir les jambes depuis une semaine. Cet espace supplémentaire n'est pas seulement une question de confort. Cela change ce que l'équipage peut faire physiquement. Orion dispose d'un espace hygiène dédié avec de vraies portes qui se ferment. Il y a des toilettes, le système universel de gestion des déchets, quasiment identique à celui de la Station spatiale internationale. Il recueille l'urine et les matières fécales séparément, les traite, et ce grâce à un système dont les astronautes d'Apollo n'ont jamais disposé. Confidentialité. Les équipages d'Apollo utilisaient des sacs en plastique, des sachets adhésifs qu'ils se collaient sur le corps, utilisaient l'un devant l'autre, puis scellaient et rangeaient avec eux dans la cabine pour le reste de la mission. Presque tous les astronautes d'Apollo qui se sont exprimés ouvertement sur cette expérience la décrivent comme l'un des pires aspects des vols spatiaux. L'équipage d'Artemis II ne connaîtra jamais cette humiliation particulière. Et honnêtement, rien que pour ça, ça pourrait valoir les 53 années d'attente. Et puis il y a l'exercice physique. Les astronautes d'Apollo ne faisaient pas d'exercice dans l'espace. Il n'y avait ni place ni équipement. Et pour les missions d'une durée inférieure à 2 semaines, la NASA a jugé que la perte musculaire et osseuse était acceptable. L'équipage d'Artemis II s'entraîne tous les jours, sauf les jours de lancement et d'atterrissage. 30 minutes à chaque fois sur un appareil appelé volant d'inertie. Il pèse environ 13,6 kg et tient dans un espace à peu près de la taille d'une valise cabine. Ça fonctionne comme un yo-yo, un mécanisme à câble qui offre une résistance proportionnelle à la force exercée, jusqu'à 400 Pain-Alaf. Il est possible de ramer dessus. Vous pouvez faire des squats, vous pouvez faire des soulevés de terre. À titre de comparaison, les équipements sportifs à bord de la Station spatiale internationale pèsent plus de 4000 livres et occupent un volume de 850 pieds cubes. Le volant d'inertie accomplit une quantité surprenante du même travail, avec une masse bien moindre. Apollon n'avait rien. Les équipages sont rentrés affaiblis. Certains pouvaient à peine tenir debout. L'équipage d'Artemis II rentrera sur Terre après avoir effectué des soulevés de terre en apesanteur lors de son voyage vers la Lune. Une phrase qui aurait paru totalement absurde à quiconque ayant vécu pendant le programme Apollo. La fusée qui les a placés là est une toute autre bête, elle aussi. Apollo a utilisé la fusée Saturn V, la plus puissante jamais construite à l'époque, générant une poussée de 7,5 millions de livres au décollage. Le système de lancement spatial qui a transporté Artemis II, hors de son pas de tir le 1er avril, produit 8,8 millions de livres, soit 17% de plus. Ces 2 fusées sont à usage unique, ce qui signifie qu'elles ne volent qu'une seule fois et disparaissent, ce qui paraît presque désuet
à une époque où SpaceX fait atterrir ses propulseurs sur des navires drones. Mais le SLS n'a pas été conçu pour être économique. Il a été conçu pour propulser Orion et son équipage vers la Lune en un seul lancement. Aucun assemblage orbital, aucun ravitaillement, aucun amarrage n'est nécessaire pour quitter le voisinage de la Terre. Saturne V a fait la même chose. La différence réside dans ce qui se trouve au-dessus. Apollo était entièrement alimenté par des piles à combustible et des batteries. L'hydrogène et l'oxygène se combinent pour produire de l'électricité et, comme sous-produit utile, de l'eau potable. C'était élégant mais limité, ouais. Chaque watt utilisé par l'équipe provenait d'un réservoir qui se vidait peu à peu. Après avoir atteint l'espace, Orion déploie 4 panneaux solaires, chacun recouvert de cellules photovoltaïques qui convertissent la lumière du soleil en électricité. L'alimentation électrique est pratiquement illimitée tant que le soleil brille. Cela modifie subtilement la psychologie de la mission. Les équipages d'Apollo géraient constamment leurs consommables, toujours conscients du temps qui s'écoulait concernant leur oxygène, leur énergie et leur eau. L'équipage d'Orion gère toujours les consommables. L'oxygène et l'eau ne proviennent pas des panneaux solaires, mais la marge électrique est fondamentalement différente. Les systèmes du vaisseau spatial peuvent fonctionner plus longtemps, plus intensément, et avec une plus grande redondance, car la source d'énergie se régénère. Et le module de service, la partie du vaisseau spatial qui assure la propulsion, le contrôle thermique et le maintien des fonctions vitales, n'a même pas été construit aux États-Unis. Il a été construit par Airbus Defence and Space en Europe, fourni par l'Agence spatiale européenne. Apollo était un projet américain de A à Z. Artemis est international par nature. Un astronaute canadien se trouve à bord de ce vol, en vertu d'un traité signé en 2021. Le matériel européen assure la survie de l'équipage. La prochaine phase du programme concerne la Lunar Gateway, une station spatiale en orbite autour de la Lune, composée de modules fournis par plusieurs pays et agences spatiales. L'ère où une seule nation envoyait des missions lunaires en solitaire s'est achevée avec la fin du programme Apollo. Ce qui l'a remplacé est plus désordonné, plus lent et plus compliqué. Mais cela signifie aussi que les coûts, les connaissances et les risques sont partagés. Regardez maintenant ce qui se cache derrière les panneaux. Les ordinateurs de bord d'Orion sont environ 20 000 fois plus rapides que ceux d'Apollo. 20 000. L'ordinateur de guidage d'Apollo disposait d'environ 72 kilo-octets de mémoire au total et pouvait exécuter environ 40 000 instructions par seconde. Un smartphone moderne le ridiculise. Orion fait fonctionner 4 ordinateurs indépendants en parallèle. Chacun d'eux est environ 25 fois plus rapide que les ordinateurs de la station spatiale et 400 fois plus rapide que ceux des navettes spatiales. Le poste de pilotage est entièrement numérique. Écrans en verre, interface logicielle, ajustement de trajectoire en temps réel. Le cockpit d'Apollo était analogique. Interrupteur, cadran, jauge physique. Les astronautes devaient lire manuellement les instruments et calculer les corrections, la plupart des calculs complexes étant effectués par le personnel au sol. En théorie, Orion peut voler de manière autonome. Cela a été démontré lors de la mission Artemis 1 en 2022, lorsque le vaisseau spatial sans équipage a accompli une mission lunaire complète et est revenu sur Terre de manière autonome. Cela compte plus qu'il n'y paraît. Les astronautes d'Apollo étaient, à tous les égards, des passagers d'un véhicule qui nécessitait un contrôle constant au sol pour fonctionner. Le centre de contrôle des opérations à Houston a pris la plupart des décisions critiques. Orion modifie cet équilibre. L'équipage d'Artemis 2 a effectué des démonstrations de pilotage manuel dans l'espace lointain, pilotant physiquement le vaisseau spatial et testant sa réactivité, différents modes de direction, évaluant la façon dont le véhicule se comporte lorsqu'un humain le dirige activement. Les astronautes d'Apollo ont piloté manuellement le module de commande lors de certaines phases, notamment l'amarrage et l'atterrissage, mais ils n'ont jamais piloté le module de commande dans l'espace comme Koch et Hansen viennent de le faire. Il s'agit d'un vaisseau spatial, conçu pour un avenir où les astronautes pourraient avoir besoin d'opérer de manière indépendante, loin de la Terre. Dans des situations où un délai de communication de quelques secondes seulement vers la Lune ou allant jusqu'à 20 minutes vers Mars rend le contrôle au sol inutile en cas d'urgence.
En matière de communication, Apollo a communiqué avec Houston par ondes radio, la même technologie de base qu'une station de radio AM, simplement pointée vers la Lune. Ça a marché. Le son était grésillant, la bande passante étroite, et la transmission d'une simple photo pouvait prendre plusieurs minutes. Orion possède cette même capacité radio en guise de secours, mais son système principal pour les données à large bande passante est une technologie entièrement nouvelle, les communications laser. Le système de communication optique Orion Artemis II utilise la lumière infrarouge pour transmettre des données vers la Terre à des vitesses qui auraient été impensables pendant le programme Apollo. Au 4e jour de la mission, le système avait déjà téléchargé plus de 100 Go de données, dont des photographies haute résolution prises par l'équipage à travers les hublots d'Orion. La quantité totale de données renvoyées par Apollo pour une mission complète est mesurée en mégaoctets. L'équipage d'Artemis II diffuse des images haute résolution de l'espace lointain en quasi-temps réel. Lorsque Christina Koch a regardé la Terre par le hublot d'Orion et que cette image est apparue sur les écrans du monde entier en quelques heures, c'était la communication laser qui accomplissait quelque chose que la radio n'aurait jamais pu faire. Les points de vue eux-mêmes sont différents, eux aussi. Chaque mission Apollo ayant atteint la Lune a volé à environ 110 km au-dessus de sa surface, suffisamment près pour distinguer les cratères individuels et observer la ligne de séparation entre le jour et la nuit se dessiner sur le terrain en contrebas. Artemis II n'arrivera pas à ce niveau. Au moment où l'équipage effectuera son passage au plus près de la surface lunaire, Orion se trouvera à environ 4166 miles de celle-ci. C'est une expérience visuelle fondamentalement différente. Au lieu de survoler la surface et de n'apercevoir qu'une étroite bande de terrain à un instant donné, l'équipage d'Artemis II verra le disque lunaire entier d'un seul coup. L'ensemble, d'un pôle à l'autre, remplissant leurs fenêtres. Aucun astronaute d'Apollo n'a jamais eu cette vue au point de passage le plus proche. Et en raison de la géométrie de cette trajectoire particulière et du moment du lancement, l'équipage verra quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vu de ses propres yeux. Le bassin oriental. Il se situe dans la zone de transition entre la face visible et la face cachée de la Lune. Un immense cratère d'impact d'environ 600 miles de diamètre. Des engins spatiaux robotisés l'ont photographié, des instruments orbitaux l'ont cartographié, mais personne ne l'a jamais regardé directement. Les missions Apollo étaient planifiées de telle sorte que la face visible soit illuminée lors de leur survol, ce qui signifiait que la région orientale était toujours dans l'ombre ou tout simplement hors de vue. La trajectoire d'Artemis II change la donne. La NASA a confirmé que l'équipage l'avait déjà photographié à travers les hublots d'Orion. Pour la première fois, un être humain a observé une caractéristique de la Lune et a vu quelque chose que seules les machines avaient vu auparavant. Une éclipse solaire est également prévue, mais pas du genre que l'on observe depuis la Terre, où la Lune bloque le Soleil. Ce phénomène se produit lorsque la Terre bloque le Soleil, comme on peut l'observer depuis la position du vaisseau spatial derrière la Lune. Elle durera environ 53 minutes, soit environ 1 heure après le lever de la Terre. Aucun équipage d'Apollo n'a jamais rien vécu de semblable. La géométrie ne s'est jamais alignée. La trajectoire d'Artemis II n'était pas conçue pour produire cette éclipse, mais les lois de la physique lors du survol l'ont rendue inévitable, et les équipes d'équipage et scientifiques au sol la considèrent comme une occasion d'observation supplémentaire. Imaginez-vous en train de regarder votre planète natale, un fin croissant bleu, glisser lentement devant le Soleil, tandis que vous flottez derrière la Lune dans le silence le plus profond qu'un être humain ait jamais connu. Red Wiseman a décrit les paysages qu'il a vus jusqu'à présent comme quelque chose pour lequel aucune formation n'aurait pu le préparer. Il a dit « On pouvait voir le globe entier d'un pôle à l'autre, l'Afrique, l'Europe, et si on regardait attentivement, les aurores boréales. » Cela s'est produit à mi-chemin du trajet. Les vues aériennes seront tout à fait exceptionnelles. Cette mission battra également le record de la plus grande distance jamais parcourue par un être humain depuis la Terre. Ce record appartient actuellement à l'équipage d'Apollo 13, et ce, malgré eux. Leur trajectoire de retour libre, après l'explosion du réservoir d'oxygène, les a menés à 255 miles de leur domicile. Artemis II
devrait atteindre une distance d'environ 777 miles. La différence est d'environ 4500 miles. Cela peut paraître peu de choses comparé à un quart de million, mais le symbolisme est important. Apollo 13 a établi ce record parce qu'un événement catastrophique s'est produit et que l'équipage a dû survivre à une manœuvre de fronde autour de la Lune avec un vaisseau spatial endommagé. Artemis II va briser cette mécanique, car la mission a été conçue ainsi dès le départ. La trajectoire de retour libre, qui utilise la gravité de la Lune pour ramener le vaisseau spatial sur Terre sans avoir besoin d'une importante combustion des moteurs, était le plan d'urgence d'Apollo 13. Il s'agit du plan de vol principal d'Artemis II. Ce qui était autrefois un dernier recours est désormais devenu l'architecture. Et au terme de tout cela, l'équipage d'Artemis II devra affronter quelque chose auquel aucun être humain n'a jamais survécu à cette vitesse, la rentrée atmosphérique. Lorsqu'Orion pénétrera dans l'atmosphère terrestre sur le chemin du retour, il se déplacera à environ 25 000 miles par heure. C'est plus rapide que n'importe quel vaisseau spatial habité lors de sa rentrée atmosphérique, plus rapide qu'Apollo, plus rapide que la navette spatiale, plus rapide que tout. Le bouclier thermique résistera à des températures avoisinant les 5000 degrés WLNF, 265 degrés OWS, lorsque du plasma surchauffé enveloppera le véhicule et bloquera toute communication. L'équipage sera complètement seul pendant ces minutes, incapable de communiquer avec Houston, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de faire confiance aux ingénieurs. Ce bouclier thermique, soit dit en passant, est porteur de sa propre histoire dans cette mission. Après le retour d'Artemis 1 en 2022, les ingénieurs ont constaté une érosion inattendue du matériau ablatif. Des parties du bouclier thermique se sont carbonisées et ont été détachées d'une manière que les modèles n'avaient pas prévue. La structure sous-jacente a tenu bon, les températures à l'intérieur sont restées dans les limites acceptables, mais les dégâts ont soulevé des questions suffisamment sérieuses pour que la NASA convoque une équipe d'examen indépendante et passe des années à analyser si le bouclier était sûr pour un vol habité. Certains ingénieurs ont émis des objections, d'autres souhaitaient une refonte du bouclier avant d'y faire monter des humains. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a examiné les données, rencontré des ingénieurs et des experts externes et donné son feu vert. Le bouclier embarqué sur Artemis II est essentiellement de conception identique, étant entendu que des modifications sont prévues pour Artemis III. L'équipage en est conscient. Ils ont accepté le risque. Chaque astronaute ayant jamais volé a accepté une version ou une autre de ce pacte. La reconnaissance que l'ingénierie n'est pas parfaite, que les marges sont réelles, mais non infinies, et que l'exploration exige une volonté d'y aller malgré tout. L'équipage lui-même représente quelque chose qu'Apollo n'a jamais accompli. Victor Glover est la première personne de couleur à voyager au-delà de l'orbite terrestre basse. Christina Koch est la première femme. Jeremy Hansen est le premier citoyen non américain. Hansen est canadienne, sélectionnée dans le cadre d'un traité de 2020 entre les États-Unis et le Canada, qui a officialisé la participation canadienne au programme Artemis. Apollo était exclusivement américain, exclusivement blanc et exclusivement masculin. Non pas parce que la NASA a explicitement exclu qui que ce soit, mais parce que le système qui formait les pilotes d'essais militaires dans les années 1960 était lui-même exclusif. Artemis II ne corrige pas cette histoire. Rien ne le peut. Mais cela signifie que les premiers humains à voir la Lune de près depuis plus de 50 ans ressemblent davantage à l'espèce qu'ils représentent. Il y a aussi une expérience plus discrète qui se déroule à l'intérieur de la cabine. Une expérience qu'Apollo n'a jamais tentée. L'équipage fait l'objet d'un suivi des effets biologiques des radiations spatiales lointaines, d'une manière bien plus poussée que celle utilisée lors des missions Apollo. Dosimètre de rayonnement, analyse des cycles de sommeil, données cardiovasculaires, tout est enregistré pour comprendre les effets de 10 jours passés hors du champ magnétique protecteur de la Terre sur le corps humain. En orbite terrestre basse, ce champ magnétique dévie la plupart des particules chargées dangereuses provenant de l'espace lointain, les piégeant dans des bandes concentrées appelées ceintures de Van Allen. La Station spatiale internationale orbite en toute sécurité sous ces ceintures. Depuis Apollo 17,
toutes les missions habitées sont restées en dessous de cette altitude. L'équipage d'Artemis II a traversé les 2 ceintures de rayonnement à l'aller et les traversera à nouveau au retour, exposés aux radiations mêmes que ces bandes concentrent. Les astronautes d'Apollo ont fait de même, mais la surveillance médicale était rudimentaire en comparaison. Certains équipages d'Apollo ont rapporté avoir vu des éclairs de lumière les yeux fermés, des rayons cosmiques frappant leur rétine. Nous en savons maintenant plus sur les causes de ces éclairs. Nous savons que les risques sont réels et cumulatifs. Les données de cette mission façonneront la sélection des équipages pour les missions spatiales lointaines et la durée maximale des missions pour les décennies à venir. 4 personnes se trouvent actuellement dans l'espace lointain. C'est le plus grand nombre d'êtres humains présents simultanément dans l'espace lointain de toute l'histoire de notre espèce. Apollo n'a jamais envoyé plus de 3 astronautes au-delà de l'orbite terrestre basse lors d'une même mission. Artemis II en a 4. Ils consomment des repas réhydratés provenant d'un chauffe-plat de la taille d'une mallette. Ils dorment dans des sacs de couchage fixés au mur d'une cabane, à peine plus grande qu'un dressing. Ils font de l'exercice sur un yo-yo de 13,6 kg. Ils ont déjà vu des parties de la Lune que personne de vivant n'a jamais vues. Et demain, ils auront voyagé plus loin de la Terre que n'importe quel être humain qui les a précédés. Et ils font tout cela dans un vaisseau spatial qui, soyons honnêtes, reste une capsule. Plus grande qu'Apollo, plus intelligente qu'Apollo, mieux équipée, mieux connectée, meilleure à presque tous les égards mesurables, mais toujours une capsule. Il s'agit toujours d'une coque métallique, avec un bouclier thermique en bas et un système de parachute en haut, conçu pour maintenir en vie 4 personnes dans l'environnement le plus hostile jamais rencontré par l'homme. Le problème fondamental d'ingénierie n'a pas changé depuis 1968. Il faut de l'air, de l'eau, de la nourriture, une gestion de la chaleur, une protection contre les radiations, un moyen de ralentir et un moyen de survivre à l'atterrissage. 53 années de progrès technologiques ont permis de rendre chacun de ces systèmes plus légers, plus rapides, plus fiables et plus performants. Ils n'ont facilité aucune des choses. L'équipage d'Artemis II amérira dans l'océan Pacifique aux alentours du 11 avril. Des navires de dépannage seront en attente. Des airbags se gonfleront autour de la capsule pour la remettre à la verticale si elle atterrit sur le côté ou à l'envers. Une autre caractéristique dont Apollo était dépourvu. Des plongeurs s'approcheront du vaisseau spatial qui tangue, ouvriront les coutilles et aideront 4 personnes à sortir au soleil. Ces 4 personnes auront accompli la première mission habitée au-delà de l'orbite terrestre depuis plus d'un demi-siècle. Ils auront testé tous les systèmes dont les futurs équipages auront besoin pour atterrir sur la Lune. Ils auront vu des choses qui changeront leur façon de comprendre leur propre planète, leur propre petitesse, leur propre chance d'être en vie sur le seul rocher du système solaire où l'on peut respirer à l'extérieur. Lorsque les astronautes d'Apollo sont rentrés chez eux, ils sont revenus en conquérant. La Lune était la cible et ils l'ont atteinte. Lorsque l'équipage d'Artemis II rentrera chez lui, il rentrera en tant qu'éclaireur. La Lune n'est plus la destination. C'est le premier arrêt. Tout ce que cet équipage teste, le système de survie, la navigation, le bouclier thermique, les communications, l'équipement d'exercice, les toilettes, est validé non seulement pour les missions lunaires, mais aussi pour le voyage qui suivra. Mars. Orion a déjà été évalué pour un profil de mission de 1000 jours lorsqu'il est associé à des modules d'habitation supplémentaires. Les données que l'équipage d'Artemis II recueille actuellement, notamment sur la façon dont leur corps réagit aux radiations de l'espace lointain, sur leur sommeil et sur l'adaptation de leur système cardiovasculaire, façonneront directement le vaisseau spatial et les plans de mission qui enverront les premiers humains sur une autre planète. Apollo a prouvé que nous pouvions partir. Artemis cherche un moyen de rester absente. À l'heure où vous entendez ces lignes, 4 êtres humains se trouvent plus près de la Lune que quiconque depuis décembre 1972. Ils regardent par des fenêtres plus grandes et plus claires que tout ce qu'Apollo a offert. Ils transmettent des images à une vitesse telle que les signaux radio d'Apollo semblent être de simples signaux de fumée.
Il pilote un vaisseau spatial capable de penser par lui-même, construit à partir de pièces imprimées en 3D et alimenté par l'énergie solaire, emportant avec lui les leçons de 53 années d'essais et d'erreurs, des leçons acquises au prix d'échecs, de patience, d'argent et de temps. Ils ne répètent pas ce qu'a fait Apollon. Ils reprennent un fil qui avait été laissé de côté en 1972, le font progresser et tissent quelque chose de nouveau. Et demain, ils voleront derrière la Lune. Pendant 40 minutes, aucun signal ne leur parviendra. Aucune voix de la Terre, aucune liaison de données, aucun lien avec le monde humain, si ce n'est les 3 autres personnes flottant à leur côté, dans une capsule à 400 000 km de chez eux. Les astronautes d'Apollo connaissaient eux aussi ce silence. C'est la seule expérience qui n'a pas changé. La Lune bloque toujours le signal. Le vide est toujours le vide. Et pendant ces 40 minutes, l'équipage d'Artemis II comprendra quelque chose qu'aucune technologie ne pourra jamais retranscrire. L'ancien et irréductible fait d'être seul dans le noir, plus loin de chez soi que ne le permettent aucune route, aucun fil électrique, aucun rayon de lumière. Ce silence reste le même. Tout le reste est neuf. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.